complexe et performant, comme en témoigne la place démesurée qu'occupe l'air de la main à la surface du cortex humain. La main est un outil d'outils, et l'intelligence de la main fait des miracles dans de nombreux domaines. Je pense qu'on en a tous des illustrations dans le domaine de la santé, de la sculpture bien évidemment, de la peinture, de la musique, de la cuisine. Et donc il est temps de rappeler son caractère irremplaçable avec Daphné Dubarry, sculptrice. Vous êtes auteur de Le bronze et la beauté, un ouvrage qui est absolument magnifique. Et je vois qu'on vient de nous apporter une très très belle sculpture également. Et Jean-Paul Moureau, éthiopathe et président de l'Institut français d'éthiopathie, et donc en modération de ces échanges, Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Poids. Un petit mot de la sculpture peut-être, Franz, pour démarrer? Alors, vous avez très bien présenté ces deux personnes, mais il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est que Daphné Dubarry, dont j'avais évidemment entendu parler comme sculptrice, est une immense sculptrice parce que ce livre qui est en vente, je crois que vous pouvez dédicacer, oui, est absolument sublime parce que son travail est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, c'est magnifique, bravo. Et Jean-Paul Moureau, je tiens à le dire aussi, est un personnage hallucinant. Moi, je fais partie des nombreux miraculés qui sont passés entre ses mains. C'est-à-dire que j'étais au bord de l'opération, j'avais du dos, j'avais les fourmis, enfin c'était fini, quoi. Il y avait même la date. Et puis un copain, et je voulais absolument pas me faire opérer parce que je savais les problèmes quand on se fait opérer du dos. Et un copain me dit, mais va le voir. Il a réglé le problème en 3 séances. Je me souviens très bien. Et en 3 séances, le dos s'était rétabli. Et c'est une histoire qui pourrissait ma vie depuis à peu près 4-5 ans. Et avec des phases où je marchais à 4 pattes, où je pouvais même pas marcher parfois. Donc voilà. Et merci Jean-Paul Moureau. Voilà. Alors, on va commencer tout simplement par... peut-être vous pouvez introduire le débat parce que vous avez des mains qui parlent, des mains qui pensent, des mains qui fabriquent. C'est la grande pensée d'Anaxagore, reprise par Aristote. C'est parce que justement l'homme a des mains qu'il est intelligent. Vous êtes vraiment sûr de ça? Je crois que le don de la main est en conformité avec le don de l'intelligence. Et la main de l'artiste est une prolongation de l'esprit. Donc, c'est le cerveau qui commande l'esprit et c'est l'œil qui, évidemment, rectifie. Il ne faut pas oublier l'œil pour l'artiste, sculpteur, peintre. Et donc, j'essaye, avec ce don que j'ai reçu, d'embellir. Donc, j'aime créer du beau, du bien, du vrai. J'utilise toujours des modèles pour réaliser mes monuments. Alors, vous avez 2 démarches différentes comme avec la main, puisque vous, Daphné, c'est quand même la main qui crée, hein, c'est ça? Donc, on a l'impression que c'est vous qui donnez les impulsions à la main. Jean-Paul Moureau, j'ai l'impression qu'il prend les informations par la main, non? C'est pas comme ça qu'on pourrait définir vos... Je crois que c'est lié. C'est lié, oui. Je pense. Vous recevez des informations par la main, non? Vous les par donnez? Le cerveau. Ah oui, par le cerveau. Oui, l'esprit. Vous voyez la main comme un prolongement du cerveau, vous entendez ça? Oui. C'est incroyable. Alors, Jean-Paul Moureau. En fait, c'est un circuit, c'est-à-dire la main sent, les capteurs envoient au cerveau dans des centres très particuliers, des aires très spécialisées, ces informations. Ces informations sont traitées. Un petit peu plus près. Plus près de micro. Ces informations sont traitées et il y a une réponse qui est faite, une réponse motrice qui conduit au geste. Donc, effectivement, il y a une différence entre l'artiste qui ne sait pas très bien d'où vient le primum movens de son action et le thérapeute qui, lui, a déjà des informations collatérales du mal de son patient et essaie, dans ses aires motrices, en touchant le patient, de voir ce qui se passe, ce qui ne va pas, et d'accomplir le geste curatif qui va guérir le patient. Daphné Dubarry, quand vous sculptez quelque chose, c'est quand même vous qui décidez de sculpter comme ça. Hein, ça part d'un dessin, ça part d'un travail avant, oui. C'est pas la main qui décide. C'est une idée que j'ai auparavant, que je veux développer. Donc la main exécute. Par le dessin. Ouais, et la main exécute en fait. Hein. Et après, la main exécute l'idée que j'ai et que je vais matérialiser dans le bronze. Donc ça passe toujours quand même par l'esprit. Oui, et par l'esprit. La main obéit à l'idée que je me fais
d'une future statue, monument. Alors, chez Jean-Paul Moreau, je dirais que ce serait presque l'inverse, Alors là, parce que il y a c'est une question- la main reçoit, c'est-à-dire elle reçoit les informations. Non, Il y a une question qui est fondamentale, qui a été le micro soulevée un petit peu dessous comme ça, un peu dessous. une question fondamentale qui a été soulevée par Yves Coppens, que nous avons rencontré au cours d'une émission télévisée, chez A5, qui prétend, dans son livre L'avenir au carré, que, en fait, il prend pour exemple les enfants qui jouent beaucoup avec des jeux vidéo, les joysticks, à tout moment, quelle que soit la décision qui a été prise par la conscience, il y a un mécanisme qui s'appelle click option et la main peut être amenée à faire un geste tout à fait différent de celui que la conscience dictait. Ouais. Et ça, les neurosciences se sont emparées de cet échappement du geste à la conscience. C'est ce qui se passe, vous êtes en voiture, un gamin traverse, vous ne réfléchissez pas immédiatement, vous avez donné un coup de frein, un coup de volant, votre cerveau et votre main, sans l'intervention de la conscience, ont fait un geste qui prend ses racines dans toutes ces aires associatives qui représentent des milliards de connexions, parce que si on regarde le bonhomme de Penfield, on voit ce que personne ne sait, que la moitié du cerveau n'est dédiée qu'à la main. La moitié du cerveau moteur ne s'occupe que de la main et dans la moitié du pouce. D'où l'importance... Donc le pouce, c'est un quart. Le pouce, à peu près un quart des aires motrices du cerveau, oui. Oui, vous avez un grand pouce, d'ailleurs, tout à l'heure, je l'avais sur le dos, parce que j'avais très mal au dos, ça fait très longtemps, d'ailleurs, parce qu'il m'a guéri, j'ai plus aucun problème, et depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui est reparti. Et d'ailleurs, le pouce est passé, là, et c'est un vrai soulagement, c'est incroyable. Alors, sur l'histoire de la main, pour continuer avec vous, là, pour revenir à la sculpture, ces belles sculptures, moi je voudrais revenir là-dessus parce que vous n'en sortirez pas comme ça, c'est-à-dire vous essayez d'expliquer que vous donnez aussi, mais c'est quand même, comment dire, pardon, vous essayez d'expliquer que vous recevez aussi de la main, mais en fait, quand vous faites une sculpture, vous êtes en contrôle absolu de la main, non ? Oui. C'est un prolongement du cerveau. C'est différent de ce que nous racontait, ce que nous racontait Jean-Paul Moreau. Bon, on a le compas dans l'œil. C'est l'œil qui observe, qui peut donc changer une chose qui n'est pas bien faite, parce que l'important, c'est les belles proportions, une belle forme. Donc, la main exécute ce que l'esprit m'ordonne, mais l'œil a une part énorme. Hein. Tous les artistes sont un peu voyeurs, parce que c'est par l'observation qu'on se rend compte si une réalisation est bien faite. Donc là, est très important. C'est vrai ce que vous dites, il y a une intuition, on ne peut pas l'expliquer. Quand je crée une œuvre, très très souvent, l'intuition entre en jeu, ou quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et ça ne s'explique pas, parce que la matière, on peut l'expliquer, mais le surnaturel, c'est au-dessus de la matière, ça ne s'explique pas. Et souvent, dans la création d'une œuvre, c'est ce qui se passe. Alors vous êtes, c'est important dans la présentation, président de l'Institut national d'éthiopathie. Et ce serait intéressant que vous parliez de l'éthiopathie aussi, qui est en fait une science de la main. C'est ça qui est intéressant, une médecine de la main en fait. Vous travaillez qu'avec la main. Vous ne travaillez pas avec des médicaments. Vous travaillez avec la main, et votre main, elle va rentrer dans le ventre, elle rentre dans le dos, comme j'expliquais tout à l'heure, comme le rebouteau, dans le rebouteau d'autrefois, c'est-à-dire vous remettez le cartilage entre les vertèbres, avec les deux doigts, donc. Et puis, d'autre part, après, elle va rentrer dans le ventre, plutôt, alors la chinoise, pour voir qu'est-ce qui se passe, et puis nous dire si on a des maladies, si on a un cancer ou autre chose. Nous sommes les héritiers des rebouteux des campagnes, qui faisaient cela de façon beaucoup plus empirique. Nous avons une solide formation qui dure 6 ans à la faculté d'éthiopathie, plus les stages, plus la Chine aussi, la médecine chinoise qui est venue s'ajouter à tout ça. Qui s'ajoute. Et donc, la main investigue
toutes les parties accessibles, le dos, le ventre, le crâne, toutes les parties du corps. Mais c'est un peu comme une tablette d'iPad, c'est-à-dire que nous envoyons des messages à la surface du corps par des pressions, et le message circule dans ces fameux réseaux dont nous parlions, va dans les centres dédiés qui renvoient l'information curative. Et ça ne marche pas à chaque fois. Déjà, il y a plusieurs siècles, Paré disait « je l'opérais, je le pensais exactement, Dieu le guérit », c'est-à-dire qu'entre le geste que l'on exécute et l'alchimie qui suit cette opération, il y a intervention donc de ce qu'on appelle l'autopoïèse, c'est-à-dire la natura medicatrix, la fonction de s'auto-guérir, parce que ce n'est pas moi qui vous guéris, c'est vous-même qui vous guérissez. C'est moi qui mets en œuvre les process qui vont vous faire retrouver votre code génétique de base, votre potentiel vital original génétique. Voyez-vous, c'est comme aujourd'hui avec les cellules souches. On met des cellules souches dans l'œil et elles vont se différencier en cônes, en bâtonnets, en ce dont le corps a besoin. Quand nous traitons quelqu'un, nous envoyons des impulsions et à un certain moment, cette énergie qui est envoyée va être récupérée par cette autopoïèse qui va venir guérir le malade. Ou en tout cas nous permettre souvent de faire des diagnostics très très poussés et nous sommes obligés d'envoyer à ce moment-là le patient chez un médecin dans les cas graves plus qualifié qui prendra le relais. Bon alors, dans la philosophie, dans la médecine, on décrit souvent la main comme un autre cerveau, ou la partie immergée ou invisible du cerveau, ça c'est la formule de Kant. Et on a quand même envie de dire, et je reviens sur mon thème depuis le début, on a l'impression que c'est vous qui parlez à la main en fait. Hein, vous parlez à la main. Et Jean-Paul Moreau, c'est la main qui lui parle. C'est pas ça un peu, on ne pourrait pas définir Parler à la main. Oui, la main exécute ce que moi je souhaite. Ouais. Mais souvent. Et elle s'en va jamais un peu faire des choses que vous n'attendiez pas? Comme ça peut arriver quand on écrit ou on n'a pas écrit ce qu'on voulait écrire, vraiment. C'est parti, c'est différent. Parfois, quand je n'arrive pas à réaliser une chose, quand il s'agit, par exemple, d'un personnage historique ou autre, je commence à parler à ce personnage. Je dis, voilà, est-ce que ça va tel que je vous ai réalisé? Est-ce que ça vous va, ça vous convient? J'entre vraiment dans une discussion avec ce personnage qui n'est plus de ce monde et ça marche très très bien, c'est assez extraordinaire. J'ai fait ça avec le Christ que j'ai fait pour la cathédrale de Monaco. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? C'est impossible, c'est une tâche trop difficile. Et j'ai commencé à discuter, à parler et puis j'ai laissé guider ma main. Et ça a été extraordinaire. Ah oui, donc de temps en temps, vous pouvez travailler un peu comme Moreau. C'est-à-dire la main prendre une certaine autonomie. Tout à fait. Et voilà. Je la laisse guider. Donc c'est pas un prolongement du cerveau, ça peut être aussi un autre cerveau. Hein? C'est quelque chose au-dessus de moi. Est-ce qu'au fond, on ne retrouve pas là dans notre rapport à la main, parfois, en tout cas, pas toujours, est-ce qu'on ne retrouve pas le rapport du poulpe qui, lui, comme chacun sait, a son intelligence absolument partout. Hein, il a ses 500 millions de neurones, ils sont partout, dans l'encéphale, dans les bras, enfin on ne sait pas très bien. Quand tu lui coupes un bras, on va lui couper un bout de son intelligence. Oui, avant, j'aimerais reprendre la remarque très pertinente que vous avez faite. La différence qu'il y a entre l'artiste, c'est qu'il crée ex nihilo. Il crée à partir de rien. Il fait une création pure. Le thérapeute, lui, il ne crée rien du tout. Il faut qu'il mette les choses comme elles doivent être. Donc, il a besoin de savoir ce qui ne va pas et ensuite le réparer, comme on répare le moteur d'une voiture. Il n'y a pas 36 façons pour un moteur de voiture de fonctionner. Il n'y a pas 36 façons pour un organisme vivant de fonctionner. Donc, nous avons à sentir ce qui ne va pas et ensuite le réparer. L'artiste, lui, est beaucoup plus fort puisqu'il crée à partir de rien. Et la véritable évolution de l'humanité se fait par les artistes. Malraux disait l'art est un antidestin, parce que justement, cette création ex nihilo permet
au monde d'avancer. J'ai peut-être une question, si vous me le permettez. Ben oui. Est-ce qu'on ne doit pas faire une différence entre la main droite et la main gauche? Parce que cette pauvre main gauche, souvent, elle est très Ah, dévalorisée. parfois, vous n'êtes pas gentil pour les gauchers, parfois c'est Mais la main voilà, droite qui est un peu, mais bien sûr, qui est un mais peu mise à je pense l'écart. qu'on a tous en tête l'expression avoir deux mains gauches, qui est peut-être pas non plus, qui désigne pas quelque chose de très fluide. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux mains? Comme je vous l'ai expliqué, Très bien, vous avez- le cerveau est divisé en deux parties qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On a deux cerveaux, un cerveau droit, un cerveau gauche. On voit ça en cas d'hémiplégie, par exemple, les gens sont paralysés d'un seul côté. Dans les aires associatives dont je vous ai parlé, certaines sont localisées à droite, certaines sont localisées à gauche. À gauche sont localisées les aires de la parole, de l'habileté manuelle, de la précision. Dans le cerveau gauche commande la main droite. Du côté gauche se trouvent des aires associatives beaucoup plus subtiles, concernant des choses beaucoup plus artistiques. C'est pour ça que le cerveau gauche est beaucoup plus malhabile dans son application manuelle, mais beaucoup plus pointu dans l'expression de la créativité. D'accord, merci. Bon, et Voilà, vous je alors crois que j'ai Peut-être, répondu. Absolument, je vous remercie. Et vous, Daphné Dubarry, vous travaillez, Voilà, avec, en vous tant travaillez avec les deux mains. Oui, oui, je travaille tantôt avec la main droite, tantôt avec la main gauche. Je ne me pose pas la question, ça arrive tout naturellement. Donc c'est-à-dire la main gauche est intelligente aussi. Tout à fait. Vous n'en doutez guère. Absolument. Alors l'éthiopathie qui est comment dire, une médecine par la main, est-ce que c'est pas parce que c'est une médecine par la main qu'elle est un peu mal vue par les autorités, enfin disons par certaines autorités, parce que vous avez beaucoup de médecins qui sont passionnés par vos travaux, qui les suivent et qui se font aussi soigner chez vous, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème au départ, non? Monsieur C'est- Gisbert, il y a 40 ans, plus de 40 ans, quand j'ai commencé le métier, il y avait vraiment un mur d'opposition très important. Aujourd'hui, c'est fini. Les médecins Ils ont compris que ça marchait. qui sont souvent de jeunes médecins, cette année, il y a eu 96% de femmes qui ont été diplômées médecins. Et les femmes sont, vous parliez du couple tout à l'heure, sont beaucoup plus ouvertes que les hommes quant à la conceptualisation par le cerveau gauche qui est plus fort chez la femme. Donc, il y a 40 ans, on a eu vraiment une opposition frontale terrible. Aujourd'hui, tous les médecins, tous les hôpitaux nous envoient des patients et se servent de nous pour affûter les diagnostics, corriger des choses que nous pouvons faire. Quoi, par exemple? Vous avez quelques Des exemples? phénomènes douloureux. Nous avons par exemple un domaine qui est l'infertilité féminine, où les médecins se cassent pas mal les dents, où on a un taux de résultat tout à fait exceptionnel, important. Donc, les médecins, les nouveaux médecins, ne font plus le moindre problème, c'est fini. Ça, et nous avons eu des rapports tant avec l'ancien ministre de la Santé, Marisol Touraine, que nous avons commencé ceux avec les nouveaux ministres, qui sont très très favorables à ce qu'on appelle la complémentarité des diverses approches, des diverses techniques, de façon à ce qu'on puisse aider les gens qui souffrent. Alors, après, on va donner la parole à la salle, mais quand on les regarde tous les deux, les mains, elles sont quand même très différentes. Parce que la sculptrice, elle a des mains, je dirais, presque normales. Hein? Oui. Je serais étonné. Bah, regardez ses mains à lui. Ce sont des mains extrêmement puissantes. C'est incroyable, C'est d'ailleurs. vrai que c'est surprenant. C'est des mains, alors, il y a une force là-dedans, d'ailleurs. Tout à l'heure, sur mon dos, c'était très, très puissant. Quoi. On ne pourrait pas faire ça, nous, avec nos mains. Il y a des mains très puissantes et très chaudes. Souvent, les patients me disent « Mais vous avez la température, vous êtes malade ?» En fait, les mains deviennent brûlantes quand on travaille parce qu'il y a une telle circulation qui est accrue. Il y a une vasoconstriction très, très importante avec un afflux de sang très, très important parce que la main, pour être curative, doit être accessible. La main du thérapeute, parce que tout le monde ne peut pas soigner. Mais la main du thérapeute, comme probablement la main du sculpteur, doit à un certain moment être très powerful, être très puissante.
Bon, allez, on va passer à la salle. Voilà. C'est sûr, voilà, il y a tout de suite des questions à poser. D'abord, il y a le grand thérapeute, éthiopathe, grand thérapeute, et la grande artiste. Alors, qui pose la première question? Voilà. Ah, pardon, monsieur, je ne vous avais pas vu. Le micro arrive. Bonjour. 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 J'ai une question pour l'éthiopathe. Je voudrais savoir la différence entre éthiopathie et ostéopathie. Quelle est la différence dans la pratique, dans la théorie? Il y a ce qu'on appelle les thérapies manuelles, qui sont la kinésithérapie, l'ostéopathie, la chiropraxie et l'éthiopathie. Les ostéopathes, l'ostéopathie a été créée par Steele aux États-Unis il y a 200 ans. La chiropraxie a été créée par Palmer aux États-Unis il y a 200 ans. Et l'éthiopathie a été créée par Trey Daniel en 1963 en France. Donc, c'est la même lignée de pensée de thérapie manuelle. Si ce n'est qu'un ostéopathe ne travaille pas avec ses mains. Il travaille en faisant craquer des articulations, il prend des points d'appui, il fait des manipulations vertébrales ou articulaires. Nous utilisons notre main pour, comme je vous dis, comme sur la tablette d'un iPad ou sur votre iPhone, pour envoyer des messages. Donc, c'est un peu ce que le TGV est à la machine à vapeur. Vous travaillez aussi beaucoup le ventre, un peu à la façon chinoise, quoi. Vous allez chercher des Voilà, éléments d'information dans le ventre. Des centres nerveux qui sont les plexus. On parle toujours du deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, il est là. Il est exactement au niveau de ce plexus cœliaque. Et il suffit très souvent de quelques attouchements très doux pour le libérer, pour mettre en route ce fameux système vague parasympathique qui bloque. Et j'écoutais la conférence précédente au sujet du stress qui peut toucher et perturber certaines expériences. Le stress est un des grands perturbateurs de notre vie. On peut dire que notre vie, pour reprendre votre conférence de ce matin et celle qui a précédé, il y a deux grands perturbateurs dans la vie de l'homme qui restent l'alimentation. La façon dont on se nourrit amène des perturbations parfois majeures. Et la deuxième perturbation, c'est l'environnemental, c'est le stress, c'est l'agression du monde qui, en activant la glande surrénale, le cortisol, l'adrénaline, met les individus dans des états de grande perturbation vis-à-vis de l'ensemble des autres systèmes. Alors, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais oui, l'éthiopathie, et si vous voulez, d'ailleurs, le ministère de la Santé, Madame Touraine, avant de partir, a classé les éthiopathes comme praticiens de soins, classe 1. Elle a classé les ostéopathes et les chiropracteurs comme rééducateurs, classe 2, et elle a classé les kinés comme auxiliaires de soins, classe 3. C'est le dernier classement du ministère qui a été fait, donc ils nous ont remis un peu en haut de... Très bien. Une dernière question peut-être sur la... Oui, monsieur, juste là. Allez-y. Monsieur, vous avez dit que le cerveau droit et le cerveau gauche ne sont pas liés. Mais en réalité, ils sont liés par le cœur calleux. Oui, complètement, monsieur. Oui. Mais je n'ai pas voulu entrer dans les détails. J'ai dit que les deux cerveaux sont totalement indépendants, mais vous avez parfaitement raison. Il faut forcément qu'il y ait quand même une communication entre eux, et il y a une structure fibreuse, c'est pour ça qu'on l'appelle le corps calleux, qui sépare les deux cerveaux et qui est le lieu de passage d'informations de l'un à l'autre, forcément. Parce que quand on fait des gestes, on les fait des deux côtés, il faut qu'il y ait... Sans elle, notre perception au monde sera perturbée. Non, mais vous avez tout à fait raison, mais dans la simplicité, pour simplifier le débat, j'ai zappé le corps calleux. Okay. Ne m'en veuillez pas, je félicite de savoir. Merci. Merci. Plus d'autres... Si, madame, allez, on prend la question de madame encore, on a 2-3 minutes.
Bonjour, c'est une question pour l'artiste ou les artistes. C'est pour, est-ce que vous faites un parallélisme avec la sculpture et l'écriture? Merci. Entre l'écriture et... Donc, alors, de quelle façon, expliquez-moi, parallélisme entre l'écriture et la sculpture. Bon, si vous voulez, les deux sont une expression. Évidemment, ça peut être une écriture... oui, l'art, si vous voulez, est une écriture, mais c'est quand même différent parce que la sculpture est visuelle. L'écriture, il faut prendre un livre, alors qu'un objet d'art est visualisé. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut... Et puis l'objet vous d'art... parliez de l'esprit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de l'intuition, on a une idée en tête, l'intuition est là, et il y a une page blanche où la sculpture n'existe pas, et en fin de compte, le cerveau dit à la main d'exécuter. Oui, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours une idée préalable, sinon je ne pourrais rien réaliser. Au départ, j'ai dit, je veux réaliser telle œuvre. Je vais faire un d'Artagnan équestre. Donc, je prends un cheval, je fais poser un cheval dans mon atelier, je mets un personnage dessus, je l'habille avec les habits de l'époque. J'ai une idée comment je vois ce cheval, il se cabre. Bon. Donc, vous voyez, au départ, il y a quand même une idée. Donc, je ne suis pas devant une page blanche. J'ai quelques tonnes d'argile devant moi. Avec ça, je vais commencer à réaliser la statue. Et là, je suis soumis à des règles, parce qu'il y a quand même aussi des règles dans l'art. C'est très important. Ouais, voilà. Donc, comme l'écriture. vous voyez, mais je crois que c'est très différent par rapport à l'écrivain. Même l'objet fini, l'œuvre sculptée, telle la méditation de l'athlète qui est là, elle existe tout à fait dans l'espace. Elle est tout entière là, sous vos yeux. Il n'y a pas de temps. Quand vous voulez lire un livre, si on veut feuilleter votre livre magnifique, il va falloir le temps de le lire, comme la musique. La musique, ça s'écrit dans le temps. Non. Dans l'art, il y a les arts qui sont dans l'espace, comme la sculpture, la peinture, et il y a ceux qui se vivent dans le temps, comme la musique, comme un film, comme un livre. C'est deux approches un peu différentes, me semble-t-il. Ah oui, c'est radicalement différent. Moi, je peux témoigner par rapport à l'écriture, par exemple. Et c'est pareil que le musicien. C'est exactement la même façon de travailler. Parce qu'il y a des moments où ça part. C'est-à-dire, on ne contrôle plus le cerveau. Je pense que l'artiste est toujours obligé de contrôler le cerveau parce que, voilà, on est dans l'espace, comme l'a très bien dit Jean-Paul Moreau. Et là, on n'est pas du tout dans l'espace. Il y a des moments d'inspiration, de délire, de folie. Après, on relit, on corrige, et puis on assouplit, on adoucit, mais c'est vrai que l'écrivain aura tendance, enfin en tout cas pour les romans, à se laisser, et pareil pour le compositeur, à se laisser aller, et finalement à laisser parler le cerveau, pas la main, hein, le cerveau uniquement, et on ne sait pas très bien où ça va, et c'est lui qui guide la main, et on n'est plus là, quoi. Et ça, c'est des choses, et c'est pour ça que les arts sont très différents. Il y a différentes façons de les appréhender, en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, un très grand merci à vous trois. On peut vous applaudir très, très chaleureusement. Très jolie manière de parler de la main.